Bonjour, Stéphane Parent, directeur d'Espace OBNL. Espace OBNL, pour ceux qui ne le savent pas encore, est un endroit qui inspire, regroupe et informe les gestionnaires d'OBNL à travers la province, à travers les secteurs. Aujourd'hui, on va parler de changement. Écoutez, c'est la seule certitude qu'on a dans la vie, c'est que tout change, positivement, négativement. Traditionnellement, nos OBNL ont souvent un peu de résistance au changement. Je sais que je connais plusieurs d'entre vous qui vivez des fois des frustrations quand vous voulez apporter des nouveaux programmes, des nouvelles initiatives, ou si vous avez besoin de revoir vos offres de services et ou votre façon de travailler. Le changement, c'est souvent quelque chose qui fait peur. C'est aussi souvent quelque chose dans lequel on résiste à s'aventurer pour différentes raisons, puis on va en parler aujourd'hui. Cette capsule est la première d'une série de 2. La première capsule, on va parler du pourquoi le changement, puis la deuxième, on va regarder sur comment bien le gérer. J'ai la chance aujourd'hui de recevoir Sylvie Gagnon. Bonjour Sylvie. Bonjour. Je vais laisser Sylvie se présenter de Brio Conseil. Je vais te laisser 2 minutes pour te présenter pour qu'on puisse comprendre d'où tu viens, ce que tu fais, puis un peu après ça, on pourra commencer à discuter de changement. D'accord. Donc, Sylvie Gagnon, je suis conseillère chez Brio Conseil, une boutique de management. On est fortement orienté sur la gestion du changement dans tout ce qu'on fait. Qu'on fasse des interventions en stratégie, qu'on fasse des interventions en design organisationnel, sur des projets informatiques, sur des projets de changement de culture, on est toujours orienté vers comment aider les organisations, les organismes à se transformer. Et on s'aperçoit en fait que bien souvent, c'est pas une question de méthode et d'outils, mais c'est une question de comment on aide les gens à se mettre en mouvement. Je viens d'où? Je viens du conseil. J'ai fait beaucoup de conseils. J'ai aussi travaillé en interne dans les entreprises. J'ai été directrice informatique. Puis moi-même, j'ai beaucoup vécu de changement parce que comme mon accent ne l'indique pas, On n'aurait pas deviné. Je suis québécoise depuis 20 ans, mais je viens de la France, donc j'ai changé. J'ai aussi fait des changements de carrière en m'intéressant au départ plus au projet informatique et ensuite en me retournant vers le coaching et donc l'accompagnement des gens. Et je pense que au jour où on est aujourd'hui, les changements sont plus des événements que l'on vit une fois tous les 10 ans, mais ce sont des processus en continu, puis ce sont des processus qui impliquent les gens, puis c'est de ça dont il faut parler. Effectivement, je pense que plus que jamais, on a besoin tu sais, on parle de changement, mais on a besoin d'adapter, de réagir, d'être flexible. Est-ce que tu es d'accord avec moi que la gestion de changement, c'est des fois vu comme étant un problème, puis c'est souvent on le voit comme étant un obstacle et un défi? C'est malheureux de le voir comme ça. Je pense que bien souvent, d'abord c'est un héritage. On a souvent vu la gestion du changement associée à des projets informatiques, donc des projets qui remettaient en cause des manières de faire, et bien souvent ça a été considéré comme la 5e roue du carrosse. L'important, c'était de finaliser le projet, puis si on était avec des problèmes de budget ou des problèmes de temps, c'est toujours la gestion du changement qui trinquait, comme on dit. Et ça s'est bien souvent réduit à faire de la formation au dernier moment. On voit du coup quelque chose de difficile, on voit quelque chose qui fait peur. Mais je pense que ça vient beaucoup aussi du vocabulaire qu'on emploie. Changer, ça fait peur, voir des impacts, ça fait peur, alors qu'on pourrait parler de bénéfices, on pourrait parler de valeur ajoutée, on pourrait parler de repositionnement pour améliorer son image de marque, pour avoir plus d'impact par rapport à sa mission, par rapport à la vision que l'on a de ce qu'on peut faire. Mais pourquoi cette perception est négative? Parce que on l'a toujours vécu comme un mal nécessaire. Alors que à partir du moment où on se dit que ce qu'on veut, c'est amener des gens vers une cible qui fait rêver, ben déjà tout de suite t'as les yeux qui s'éclairent. C'est quoi qui me fait rêver? Qu'est-ce que vous allez me proposer? Oui, ça va peut-être être difficile. Oui, ça va peut-être être douloureux dans certains cas, mais on le fait pour quelque chose de plus grand. Surtout quand on est dans une OBNL, on a une mission qu'on veut accomplir, puis souvent un changement, c'est comment je me renouvelle pour encore mieux accomplir ce changement dans un environnement qui, lui, continue de changer.
Ouais, ce que tu amènes est intéressant. Donc, il y a un lien directement à faire avec le changement, l'adaptation des structures et aussi tout le processus de réflexion stratégique. Là. Ah, complètement. De notre côté, on essaie de plus en plus de parler de la stratégie comme étant l'élément de départ de beaucoup d'actions. Je suis curieux de t'entendre souvent sur les plans stratégiques. Très souvent, sont vus comme quelque chose de rigide. On écrit un plan, c'est-à-dire on fait un processus de réflexion, on écrit un plan, puis on le rend quasiment dans le béton. Ça, c'est quand il atterrit pas sur une tablette. Oui. Puis là, 3 ans, 4 ans plus tard, on se rend compte qu'il y a toutes sortes de symptômes dans l'organisation qui sortent, des baisses de membership, tu sais, des symptômes des fois qui nous disent « OK, on s'est trompé ou il faut aller ailleurs ». Donc, comment on inscrit ça dans le processus? Puis en même temps, est-ce qu'il y a moyen de rendre un plan stratégique flexible et adaptable à ce changement-là qu'il faut avoir au fur et à mesure? Je pense qu'on n'a plus le choix maintenant. Penser à un plan stratégique comme il y a 10 ans, ça, c'est plus possible. Non, déjà, juste l'horizon. Tu sais, on parlait des horizons de 5 ans, puis là, si 3 ans, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ça. Là. On est passé de 10 ans à 5 ans, 5 ans à 3 ans, puis aujourd'hui, en fait, ça va encore plus vite que ça. Je pense que c'est important d'avoir un plan stratégique. Ça, on peut pas le remettre en cause parce que c'est quand même la visée que l'on a et ça permet de s'organiser. Là où il faut faire un pas de plus, c'est qu'il faut comprendre que on ne fait pas un plan stratégique et de la gestion du changement. On fait de la gestion du changement dont le plan stratégique fait partie. Okay. C'est un ensemble, on peut plus réfléchir les choses en 2 temps. Il faut que ce soit totalement intégré. Aujourd'hui, ça va très vite. C'est très complexe. Même pour une OBNL, les choses peuvent être complexes entre les différentes parties prenantes, chercher du financement, les bénévoles qui sont dans une autre dynamique. Il faut être dans le changement. Je pense que c'est plus complexe dans certains cas que beaucoup d'entreprises privées parce que tu as beaucoup de parties prenantes, tu as beaucoup de gens qui sont mobilisés autour d'une cause et tu as plein de facteurs extérieurs qui viennent influencer clairement. Le travail Donc, du gestionnaire. La complexité, elle est là. La réflexion stratégique est nécessaire. Mais dès le moment où on commence à réfléchir, on commence à envisager un mouvement qui peut être petit ou qui peut être grand, donc on est dans le changement. Donc il faut tout de suite commencer à travailler le changement, travailler le message, travailler le sens, pour justement que les gens puissent avoir la capacité d'évoluer dans leur compréhension et dans leur conception de ce qui s'en vient. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a une grosse question de perception. Puis je me rends compte très souvent, principalement dans les conseils d'administration, mais aussi des gestionnaires qui ont aussi un petit peu de misère à percevoir le présent, puis ils sont encore beaucoup dans le passé. Tu as aussi souvent le commentaire « on fait ça depuis des années, pourquoi changer? Pourquoi changer une recette qui marche? Des fois, elle marche pas. Puis pourquoi changer quelque chose quand on voudrait peut-être faire mieux? » Je suis curieux de t'entendre sur cette mobilisation-là qu'on doit faire, puis aussi amener les gens à réfléchir de ce côté-là. Je peux pas dire autre chose que ce que tu viens de dire. Ah, merci! Le premier outil, la première démarche que l'on fait dans la gestion des transformations, dans la gestion des changements, qu'elles soient grosses ou petites, c'est de poser 5 questions. À savoir? Pourquoi? Pourquoi on veut changer? Pour quelle cible? Pour quel futur de rêve? Pourquoi maintenant? C'est quoi l'urgence d'agir? Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas rester dans le statu quo? Pour quel bénéfice on va changer? Qu'est-ce qu'on va acquérir en plus? Comment on va modifier notre façon d'être pour être meilleur? Et comment on va le faire? Donc, il faut qu'il y ait cette clarification autour de la table, qu'elle se passe au niveau du conseil exécutif, du conseil d'administration ou des niveaux des gestionnaires. Si des gens ont le besoin de se mobiliser autour d'un changement, il faut qu'ils commencent par clarifier ça. Et c'est ça ensuite qui va être le moteur et le vecteur du sens à partir duquel on va rester mobilisé. On peut ne pas toujours adhérer aux choses, mais adhérer a jamais voulu dire oui. Il faut adhérer dans le sens d'être convaincu qu'on va aller vers quelque chose de mieux, puis on va mettre en place les forces et se mobiliser pour. Quand on parle de changement, on parle de prendre des risques. Oui. Beaucoup
beaucoup de gens ont peur des risques. Oui. Donc, comment on peut inciter à ce que les organisations prennent plus de risques et envisagent une proactivité qui va amener un meilleur développement, là? On peut pas se développer si on se referme sur soi-même. Il faut prendre des risques à un certain moment donné. Je pense que une pièce a deux faces. Il y a la face des risques, mais il y a la face des bénéfices. Donc, si on se met en mouvement pour des bénéfices, on fait juste qu'avoir un plan de gestion de risque. Si on se met en mouvement en pensant au risque, on essaye juste d'éviter de tomber, mais on oublie de regarder qu'est-ce qu'on veut accomplir. Regardons ce qu'on veut accomplir. Ça va mobiliser les gens, ça va donner la force pour l'effort, puis surtout, ça va permettre d'être positif face au risque, de trouver des façons d'y répondre qui vont être en cohérence avec ce qu'on veut accomplir. C'est intéressant ce que tu dis parce que au bout de la ligne, ça reste beaucoup un travail de communication, là. C'est plus qu'un travail de communication, c'est un dialogue. OK. Ben, tu dis un dialogue, donc, mais pourtant, il y a plusieurs parties prenantes, là. Oui. On est à beaucoup, là, à travailler sur ce qui est à modifier ou ce qui est à faire, là. Oui, mais communiquer, c'est proposer de l'information et c'est tout. OK. Dialoguer, c'est proposer de l'information et ouvrir un espace d'échange pour se comprendre. La première chose qu'il faut faire quand on fait de la gestion du changement, c'est ouvrir un espace aux préoccupations. Tu disais au début, tu parlais de résistance. Une résistance en tant que telle, si je voulais pousser la chose très loin, je dirais qu'une résistance, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est une incapacité à choisir parce qu'on manque d'informations ou parce que notre compréhension n'est pas complète ou elle est erronée. Mais à partir du moment où on va prendre le temps d'écouter les gens, d'entendre leurs préoccupations, puis de dialoguer avec eux, ils vont être en mesure de faire un choix. C'est plus une résistance, c'est un choix qui va être apposé. Ce que tu amènes est intéressant aussi. Par contre, le commentaire que j'entends régulièrement, on manque de temps. Oui. Comment on inscrit ça dans le temps, une démarche comme ça? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour soit sauver du temps ou soit être plus efficace? Ou toute la dynamique de temps, me semble qu'elle vient aussi beaucoup diminuer le potentiel de réalisation de ces changements-là. Je crois encore une fois que ça vient du fait qu'on est encore ancré dans le passé de la gestion du changement où on le faisait trop tard. Donc quand c'est trop tard, on n'a plus le temps. Plutôt, okay, on va... Vous militez pour un processus qui est en continu. En continu et non pas une fois aux 5 ans. Ah non, surtout pas. Okay. Surtout pas. Ça, traditionnellement, c'est majeur dans beaucoup d'organisations parce que c'est pas nécessairement ni un réflexe, ni une mécanique. Puis, on parle de processus de réflexion stratégique, mais il y en a beaucoup qui n'ont même pas ce type d'outil-là. Fait que déjà là, quand tu leur parles de changer quelque chose, si ça s'inscrit pas dans une vision, si ça s'inscrit pas en continuation de la mission, déjà là, on est obligé de recommencer la base vraiment avec beaucoup d'organisations. Donc, quand tu me dis que c'est un processus en continu, on en arrive dans un stade de complexité qui, pour certaines organisations, là, est assez majeur. Ben, je pense surtout qu'il faut rendre ça très humain. Tous les changements ne demandent pas de la gestion du changement avec une panoplie d'outils et une pléthore de plans. Il y a des choses qui vont se passer relativement simplement. Mais quand on commence à toucher à la vision qui permet d'atteindre la mission, à l'offre de service, à l'organisation vraiment de l'organisation, là j'accompagne une OBNL de 5 personnes, puis ils sont en train de se réorganiser, puis ça leur prend un peu de temps et un peu de réflexion pour être sûr de faire la bonne chose, parce que plus on va prendre du temps au départ pour y réfléchir, plus on va être sûr d'avoir une durée. Si on le garoche un peu comme ça, c'est sûr qu'au bout d'un an, on recommence. Donc, on peut se dire, si on pousse aussi, tu sais, si les gens ne sont pas je pense que l'implication fait partie du succès, là. Si on n'est pas impliqué, on n'est pas engagé. Si on n'est pas engagé, on ne bouge pas. Si on ne bouge pas, il n'y a rien qui se passe. Puis ça va être long, coûteux et très difficile.
Donc, les stratégies qu'on appelle top-down, qui partent d'en haut, puis on dit, bon, ça va être ça la vérité maintenant, mais qui prennent pas en considération, mettons, les employés, les bénéficiaires, les bénévoles, ainsi de suite, qui vont être difficiles à passer, si je comprends bien. Ben, on n'est plus, je pense qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, on peut plus être dans un top-down complet. C'est sûr qu'il faut qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un qui insuffle une vision. Il faut quelqu'un qui ait envie d'aller quelque part, mais il faut qu'il soit capable de l'expliciter et de la discuter. C'est-à-dire d'être ouvert à la discussion, peut-être pour changer certains éléments qui feront bien du sens, ou peut-être pour la confirmer, mais être capable du coup de répondre aux préoccupations qui viennent du terrain. C'est surtout ça. Les préoccupations, c'est ce qui empêche de bouger. C'est ce qui empêche la prise de risque. Effectivement, je pense que en OBNL, puis c'est là aussi l'idée du top-down, puis l'idée de la science infuse de certaines personnes. Puis là, c'est pas nécessairement les CA, c'est pas nécessairement les directions ou les gestionnaires, ou même dans certains cas les membres qui pensent avoir la vérité. Là. On a deux cas de figure souvent. Souvent, c'est le conseil d'administration qui veut introduire un changement, ou l'autre cas de figure qui est régulier, c'est les gestionnaires, souvent les directions générales, qui eux veulent amener les changements. Fait qu'il y a souvent une mobilisation qui vient d'une de ces deux parties-là, puis c'est des impacts qui sont différents. Je serais curieux de t'entendre sur les deux cas de figure, voir si tu as des recommandations dans un cas et dans l'autre. Je pense que dans les deux cas, l'OBNL, elle est là. Elle a deux instances, le comité de gestion puis le conseil d'administration, mais elle existe avec une mission. Si on veut la changer, si on veut changer la vision avec laquelle on veut accomplir cette mission, il faut que l'ensemble des parties prenantes de l'OBNL déjà soient conscientes de ce que veut dire ce changement. Donc pourquoi maintenant, pour quel objectif, à la base, il faut on va que le tu sois faire. conscient de la mission. Oui. Parce que je pose la question à certains administrateurs des fois, puis la mission, ils la maîtrisent pas nécessairement, puis il y a une perception de mission, puis il y a la mission réelle. Fait que déjà là, on part, je pense que le premier point de vue, c'est de s'entendre du haut en bas, que même le bénévole sache c'est quoi sa mission. OK. Donc, la première chose sur laquelle... On part de loin laquelle... des fois, là. Okay. Je le sais. J'avais peut-être un cran d'avance. Mais tu fais bien de le dire, et je pense que ça me permet d'amener un mot clé dans la gestion du changement, c'est l'alignement. Il faut que l'ensemble des personnes qui travaillent à faire le changement soient alignées. Donc, si ça commence par l'alignement sur la mission, c'est la première chose sur laquelle il faut travailler. Okay. Et on peut faire des petits ateliers de travail sur l'alignement qui font prendre conscience, justement, quelquefois que on n'a pas la même perception, ou on a des perceptions complémentaires, mais que du coup, ça serait bien de les arrimer. Puis ils se rendent compte que si on est complètement éclaté, plus on est éclaté en haut, moins on a de sens quand on arrive auprès des employés. Donc bien souvent, c'est par ça qu'il faut commencer. L'alignement et le sens par rapport au changement. C'est quelque chose qu'il faut partager. Ensuite, toujours en parlant de la même chose, potentiellement on va mettre de l'avant des choses différentes ou un vocabulaire qui peut être différent pour le conseil d'administration ou pour les employés, parce qu'ils vont pas être pris avec les mêmes éléments, eux, à changer. Mais c'est toujours le même changement. Puis c'est un petit peu aussi la prolongation de ça qu'on va arriver au niveau des membres, au niveau des bénéficiaires, dans la communication de ce qui s'en vient comme changement. Parce qu'eux, ils sont pas nécessairement intégrés dans un processus, ils vont vivre ce qui va se passer, mais je pense que ce que je retiens de ce que tu me dis, c'est de l'expliquer puis de revenir sur le pourquoi de. Oui. Puis puis rester aussi dans un message qui est positif. On fait ce changement-là pour cette raison-là, puis voici ce que ça va vous donner, vous comme membre, vous comme bénéficiaire ou comme bénévole. Tout à fait. Il faut toujours... Et c'est pour ça qu'on change, parce qu'on va y chercher des bénéfices. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on gagne et qu'on perd, si on veut le voir de façon très manichéenne, mais ce qu'on veut, c'est plus de valeur ajoutée par rapport à ce qu'on fait. Puis c'est encore plus vrai pour un OBNL. Donc, quand on va chercher le financement auprès de donateurs, on a un objectif à atteindre par rapport à notre mission. Quand on va changer des éléments de la vision, c'est-à-dire de la façon d'atteindre cette mission, c'est important que tout le monde soit sur la même page.
on n'a pas forcément changé les objectifs qu'on veut atteindre vis-à-vis de nos bénéficiaires. Par contre, la façon de les atteindre peut changer. Puis il faut qu'on soit très clair là-dessus. Et en même temps, parce que moi, ce qu'on parle, je le vois tellement au quotidien, je vois tellement en même temps tous les freins que certaines personnes mettent. Oui. Pour différentes raisons, comment on intègre ça quand on sait qu'on a déjà une organisation qui est des fois un petit peu gangrénée, qu'il y a déjà des conflits ou qu'il y a de l'historique, que la consultation est difficile, la concertation est difficile dans l'organisation. Est-ce qu'on a vraiment une obligation de tout régler avant de pouvoir être efficace dans le changement qu'on va apporter ou il y a moyen de travailler avec ce qui se passe? On n'est jamais. Moi, j'ai toujours pour m'en dire que le mieux est l'ennemi du bien. Ah, c'est-à-dire? C'est-à-dire que si j'attends d'atteindre le mieux, je ne ferai jamais rien. OK, parfait. Là, je comprends. Donc, je vais travailler avec toutes les forces en place. Puis, il y a forcément des gens qui sont prêts à se mobiliser. On le disait au début, les changements sont constants, ils sont rapides et les contextes sont complexes. Ça veut dire que nos organisations doivent être agiles. Et agile, ça veut dire, entre autres, ne pas s'attaquer à tout en même temps. On peut pas. Oui, il y a vraiment une question de priorité. On vient encore à l'élément de stratégie. Là. Exactement. Donc, moi, j'ai un mentor que tu connais bien. On parlait de Richard tantôt, qui disait une stratégie, c'est quelque chose qui permet de dire non. Je pense que c'est aussi dans cette optique-là où il faut que les changements, on peut pas tous les aborder non plus. Là. Ça devient une impossibilité. Et si tu veux faire du pouce sur la stratégie permet de dire non, elle permet surtout de dire pourquoi. Aussi, oui. Parce que le non s'accompagne de tous les bénéfices que je vais chercher à côté en disant oui à autre chose. Donc, aujourd'hui, si je devais mettre une priorité pour faire une gestion du changement, et ça veut dire pour faire une stratégie, un plan stratégique, pour faire une réorganisation, c'est de donner le pouvoir au gestionnaire, de mettre le gestionnaire au cœur du changement et d'en faire un leader du changement. C'est la première chose. Il faut qu'il soit lui-même porteur du sens du changement, il faut qu'il soit engagé dans le changement, et bien souvent, les employés, ils font confiance à leur gestionnaire. On fonctionne comme ça, une équipe, et si le leader du changement est présent sur le terrain, on va être capable d'avancer plus loin. On parle de stratégie, souvent c'est des gros changements. Mais des fois, il y a changer un formulaire, changer une façon de faire, quelque chose de très simple, va des fois créer une crise. Surtout au niveau des employés qui sont là depuis très longtemps et qui sont très rigides dans leur façon de travailler. Est-ce qu'il y a une différence entre aborder ces deux types de changements-là? Oui et non. Oui, parce que c'est pas l'ampleur de ce qui est censé se produire par la suite est pas exactement la même. Non, dans la mesure où dans tous les cas de figure, ce qu'il faut faire, c'est s'asseoir avec les personnes qui vont vivre le changement et en discuter avec elles. Donc, si on prévoit qu'il va y avoir des difficultés d'appropriation, je préfère le voir comme ça qu'une résistance. Résister, c'est dire non et puis ça se passera jamais. Et une personne a une difficulté d'appropriation, puis il faut en discuter avec elle. Qu'est-ce qu'on est en train de perdre dans l'ancienne façon de faire qui était pertinente, dont on se dit que potentiellement elle est encore performante? Qu'est-ce qu'on cherche à gagner? Puis c'est quoi la meilleure des deux que l'on va conserver? Les gens sont pas forcément contre le changement. Ils sont juste prêts à changer s'ils y adhèrent. Ça ressemble à des adolescents, finalement. J'irai pas jusque-là. J'en ai quelques-uns à la maison qui sont comme ça. Faut tout expliquer. Donc, mais c'est un petit peu, une fois qu'ils l'ont compris puis qu'ils y adhèrent, c'est parti tout seul. Alors que s'ils y adhèrent pas, il va falloir revenir systématiquement dessus. Je te remercie. Ça me fait plaisir. On termine la première capsule là-dessus. Je vous invite à écouter la prochaine qui est sur le comment. Et j'espère que vous avez apprécié. Merci. Bonne fin de journée.